locales. Je vous ferai une distinction donc entre ces trois types de décisions, donc entre les délibérations, les avis et les vœux, voire juridiquement, quelles sont les différences entre ces trois types de décisions. Donc la compétence générale du Conseil pour régler les affaires de la commune, elle s'exerce évidemment dans les limites des compétences qui sont dévolues aux autres autorités et évidemment notamment au maire, à l'établissement public de coopération intercommunale, au département, à la région, au préfet ou plus généralement à l'État. Parmi les attributions du conseil municipal, la plus importante, c'est celle relative aux services publics communaux. Le conseil municipal, il est seul compétent pour créer ou pour supprimer les services publics, en fixer les règles générales d'organisation ou pour décider de toute mesure portant sur la définition des missions remplies par les services publics communaux, là aussi sous réserve des compétences dévolues au maire en sa qualité de chef de service, chef des services communaux. Le conseil municipal, je vous l'ai dit, il formule également des avis chaque fois que celui-ci est requis par les lois ou les règlements ou qu'il est sollicité par le préfet. Il émet également des vœux, et ce sur tout objet d'intérêt local. Il décide, autre attribution, de la création ou de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public, et ce après avis du représentant de l'État dans le département. Autre attribution, le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs, sauf règlement définitif. Enfin, le conseil municipal procède à la désignation des représentants auprès des organismes extérieurs, organismes communaux et intercommunaux et autres organismes extérieurs. Les attributions du maire, elles sont exercées soit au nom de l'État, soit au nom de la commune. Le conseil municipal peut décider, par délibération, de déléguer certaines de ses compétences au maire. Toutes les attributions du maire, qu'il s'agisse ou non de compétences propres, s'exercent sous le contrôle du conseil municipal et ou sous le contrôle du représentant de l'État dans le département. Parmi les attributions du maire exercées au nom de l'État, elles sont de deux sortes. Les attributions qui relèvent de l'autorité judiciaire et essentiellement du procureur de la République. Alors on a là les fonctions de maire au titre de sa qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier d'état civil, les adjoints également, et la participation aux opérations des services judiciaires. Autre compétence du maire, il s'agit autre compétence, donc attribution exercée au nom de l'État. On a la publication et l'exécution des lois et règlements, la légalisation des signatures, l'organisation des élections, la détermination de la carte scolaire et l'affichage et la publicité. Parmi les attributions du maire exercées au nom de la commune, cette fois-ci, elles sont de deux types. Une attribution générale, qui est celle de l'exécution des délibérations sous le contrôle du conseil municipal et du préfet, et des attributions particulières. Le maire, il est notamment chargé d'un certain nombre d'attributions qui sont listées par le Code général des collectivités territoriales, et notamment la conservation et l'administration des propriétés de la commune et tout acte conservatoire afférent, la gestion des revenus, la surveillance des établissements communaux et la comptabilité communale, la préparation et la proposition du budget, l'ordonnancement des dépenses, l'imputation en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'Assemblée. Autre attribution du maire exercée au nom de la commune, le fait de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. Également, souscrire les marchés, passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux. Également, la représentation en justice, que ce soit en demande ou en défense, là aussi, attribution du maire. Les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles et les enquêtes de recensement, étant observé que toutes ces attributions peuvent être déléguées à des adjoints. Les pouvoirs propres du maire, maintenant, eh bien, ils sont de trois ordres. La direction de l'administration communale, le maire est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune
et pour la gestion du personnel communal. Les pouvoirs de police, évidemment. Le maire est chargé, et ce sous le contrôle du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui sont relatifs police municipale, police administrative générale et police administrative spéciale par ailleurs. Enfin, les autorisations d'urbanisme, pouvoir propre du maire. Le maire délivre les permis de construire et les autres autorisations d'urbanisme dans les communes qui sont dotées d'un PLU ou d'une carte communale. S'agissant maintenant de l'organisation des délégations, vous savez qu'elles sont de 3 ordres. Eh bien, les délégations données au maire par le conseil municipal dans un premier temps, celles du maire aux adjoints et aux conseillers municipaux, et enfin les délégations du maire aux agents. S'agissant des délégations du conseil municipal au maire, le conseil municipal, eh bien, il peut déléguer au maire un certain nombre d'attributions, là aussi qui sont limitativement énumérées par le Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'elles sont seules délégables, ces attributions qui sont listées. L'objectif, il est de permettre à l'exécutif d'agir sans devoir attendre la réunion du conseil municipal. Il est possible de ne déléguer que certaines attributions et à l'intérieur de celles-ci, le conseil peut choisir de limiter l'étendue de la délégation qu'il consent. Les délégations sont confiées au maire pour toute la durée de son mandat, mais le conseil peut y mettre fin à tout moment. La délégation, elle prive le conseil municipal d'habilitation et rend le maire seul compétent sur le domaine d'habilitation. Il doit toutefois rendre compte de son exercice à chaque séance du conseil municipal afin évidemment de permettre au conseil d'exercer son pouvoir de contrôle. La délibération portant délégation, elle doit être très explicite et précise, c'est-à-dire qu'elle doit indiquer les attributions qui sont déléguées. Le conseil municipal fixe les limites ou conditions de l'exercice de la délégation par le maire. S'agissant des délégations du maire aux adjoints et aux conseillers municipaux, l'administration de la commune, elle relève de la seule autorité du maire, je vous l'ai dit. Il peut donc exercer seul les compétences qui lui sont dévolues à ce titre. Mais il peut aussi déléguer ses pouvoirs propres ou ceux qu'il exerce au nom de l'État et les attributions qu'il a reçues du conseil municipal à des adjoints. Si les adjoints sont tous déjà titulaires d'une délégation, une délégation peut être accordée à des conseillers municipaux dits délégués. Là aussi, c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Le maire est libre d'accorder ou non ces délégations et il n'est tenu ni d'en accorder à tous les adjoints, ni de suivre l'ordre du tableau. La délégation, elle est nominative. Et elle doit faire l'objet d'un arrêté qui est publié et affiché dans son intégralité. Là aussi, l'arrêté doit être précis. La délégation ne peut pas être totale. Et quand les délégations portent sur les mêmes domaines, eh bien, elles devront préciser dans quel ordre de priorité les délégataires peuvent l'exercer. L'arrêté, il doit également lister la nature des pouvoirs délégués afin d'éviter un contentieux relatif à l'incompétence de l'adjoint à agir. Les actes qui sont réalisés dans le cadre de la délégation, ils le sont au nom du maire et sous sa surveillance. Il a donc toute liberté pour intervenir dans un domaine délégué et il peut à tout moment retirer la délégation qu'il a consentie. Sa décision, donc la délégation consentie, elle ne doit toutefois pas être motivée par des considérations qui seraient étrangères, évidemment, à la bonne administration communale. Sa décision n'a pas à être motivée, toutefois, ni donner lieu à une procédure contradictoire préalable. Le conseil municipal doit alors se prononcer sur le maintien de l'adjoint dans ses fonctions. Petite précision, la délégation de fonctions, elle inclut par principe la compétence pour signer les actes dans son champ. Pour autant, le maire peut prévoir d'exclure du champ de la délégation la faculté de signer les actes en son nom. Il s'agit alors d'une délégation de fonction sans délégation de signature.
Enfin, troisième type de délégation, les délégations du maire aux agents. Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, toujours délégation de signature au DGS, au DGA, au DGST et aux responsables de service, en ce compris le directeur de cabinet. Des délégations spécifiques aux agents peuvent également être accordées pour un certain nombre d'actes, et notamment la délivrance des expéditions, des délibérations et des arrêtés, la certification des pièces justificatives produites à l'appui des mandats, l'exercice des fonctions que le maire exerce en qualité d'officier d'état civil et en qualité de président de la Caisse des écoles, ou encore l'instruction des demandes d'urbanisme peuvent également être déléguées aux agents. La désignation des délégués dans les organismes extérieurs. Là aussi, vous savez que les communes sont représentées dans de nombreux organismes extérieurs. Le conseil municipal doit y désigner ses délégués qui siégeront dans les organismes extérieurs. Pour l'essentiel, ces organismes sont les syndicats de communes, syndicats intercommunal à vocation unique, le SIVU, ou à vocation multiple, le SIVOM, syndicat mixte, fermé ou ouvert, les établissements publics rattachés, le CCAS, le CIAS, la régie municipale, les établissements publics à caractère industriel et commercial, et enfin les structures satellites de droit privé que sont les associations, les SEM, sociétés d'économie mixte, ou encore les sociétés publiques locales, les SPL. Le conseil municipal doit désigner ses délégués dans les meilleurs délais après son installation afin de ne pas retarder celle de l'organe délibérant de l'organisme extérieur. S'agissant de l'installation du conseil, vu que vous êtes tous installés, je vais passer rapidement là-dessus pour m'attacher donc au fonctionnement du conseil municipal. S'agissant du règlement intérieur, donc vous savez que le conseil municipal des communes de 1000 habitants et plus sont dans l'obligation d'établir un règlement intérieur, et ce dans les 6 mois qui suivent son installation. Cet acte fixe les règles de fonctionnement de l'Assemblée délibérante dans le cadre des dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales. Le règlement intérieur doit préciser un certain nombre d'éléments. Ce sont là des mentions impératives. Il doit préciser les modalités d'organisation du débat d'orientation budgétaire qui doit se dérouler 2 mois avant le vote du budget. Il doit préciser les modalités de consultation par le conseil municipal des projets de contrats de service public ou de marché. Il doit également préciser les règles relatives aux questions orales des conseillers municipaux, présentation, examen, mais également leur fréquence. Le règlement intérieur doit également préciser les modalités d'expression dans le bulletin municipal des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, et ce pour les communes de 1000 habitants et plus. Il doit enfin fixer les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution des missions d'information et d'évaluation qui intéressent les conseillers municipaux dans les communes de 50 000 habitants et plus. À côté de ces mentions impératives, le règlement intérieur peut également préciser, il s'agit là de mentions facultatives, les conditions dans lesquelles le public ou la presse peut assister aux séances du conseil municipal, les conditions dans lesquelles les conseillers peuvent prendre la parole, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires municipaux peuvent assister aux séances et intervenir dans le cours du débat. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles on peut préciser la procédure de présentation et de discussion, à savoir le résumé oral du dossier et le temps de parole. Enfin, le règlement intérieur peut prévoir la composition et le fonctionnement des commissions municipales, j'y reviendrai, chargées d'étudier les dossiers avant leur inscription à l'ordre du jour. Ce règlement intérieur, c'est un acte administratif qui est susceptible d'être déféré devant le tribunal administratif, donc devant le juge. S'agissant de la convocation et de l'ordre du jour, le conseil municipal doit se réunir 1 fois par trimestre. S'agissant de la convocation précisément, elle doit être faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.
elle est mentionnée au registre des délibérations, elle est affichée ou publiée. C'est là une nouveauté de la loi engagement et proximité de décembre 2019. Elle est transmise de manière dématérialisée, donc c'est par principe, ou par exception, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Dans les communes de 3500 habitants et plus, cette convocation elle doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur les affaires qui seront soumises à délibération. Le délai de convocation, il est différent selon la démographie de la commune. Il est de 3 jours francs avant la date du conseil pour les communes de moins de 3500 habitants. Elle est de 5 jours francs pour les communes de plus de 3500 habitants. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé à 1 jour franc. Toute convocation doit être rendue publique, c'est-à-dire qu'il doit en être porté mention au registre des délibérations ou affiché ou publié. S'agissant de l'ordre du jour doit être rédigé de façon très claire et précise. Il doit être mentionné sur les convocations qui sont adressées aux conseillers municipaux. Le maire en a l'entière maîtrise. La demande d'inscription d'une affaire doit être adressée par écrit au maire avant l'envoi des convocations, mais le maire est seul à apprécier de l'opportunité de l'inscription de l'affaire souhaitée par le conseiller municipal. S'agissant de la présidence, de la police, du quorum et du secrétariat. Sur la présidence, les séances du conseil, vous le savez, sont présidées par le maire ou par celui qui le remplace. Le maire ouvre la séance, dirige les débats et les déclare clos lorsque l'ordre du jour est épuisé, à l'exception donc de la séance d'élection du maire et de l'adoption du compte administratif, donc qui font exception sur la présidence du maire. Sur la police, je vous l'ai dit, le maire a seul la police de l'Assemblée, il dirige les débats, il est donc habilité à ce titre à faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui troublerait l'ordre public. Sur la question du quorum, le maire procède à l'appel nominal des conseillers municipaux pour noter les présents, les excusés et ceux qui ont reçu une délégation de vote. Au début de chaque séance, le maire doit s'assurer que ce quorum est atteint. Le conseiller municipal ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Pour la détermination de ce quorum, seuls comptent les conseillers effectivement et physiquement présents à la séance du conseil municipal. Le quorum est atteint si le nombre des conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice du conseil municipal. Il est d'usage de débuter la séance par l'adoption du procès-verbal de la séance précédente du conseil municipal. S'agissant du secrétariat de séance, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires de séance. En règle générale, c'est le benjamin de l'Assemblée. L'Assemblée délibérante peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs auxiliaires à ce ou ces secrétaires, là aussi en règle générale le DG ou le DGA. Ces auxiliaires assistent au débat, mais ne prennent pas part au vote, évidemment. À noter, petite précision, qu'est illégale une disposition du règlement intérieur qui donnerait compétence au maire pour désigner un ou plusieurs secrétaires de séance. Autre question, le déroulement des séances et le vote. S'agissant de la publicité des séances, les débats du conseil municipal, ils sont publics et ils peuvent être éventuellement retransmis par des moyens de communication audiovisuelle. Le public doit toutefois s'abstenir de toute intervention ou de toute manifestation pendant la séance. Petite exception, à la demande de 3 membres ou du maire, le conseil peut décider de se réunir à huis clos. Une délibération prise à huis clos sans que le conseil municipal l'ait décidé préalablement est illégale. Le vote préalable du conseil sur la décision de tenir la séance à huis clos est indispensable. Sur le déroulement des séances, le président peut décider de suspendre la séance sans que cela n'entache les délibérations d'illégalité et sous réserve, par contre, qu'elles soient de courte durée.
Si une suspension de séance s'avère trop prolongée, cela équivaut à une levée de la séance en cours et il faudra alors une nouvelle convocation pour que les débats reprennent selon les formalités que je vous ai évoquées précédemment, donc sur la convocation. Le président de la séance prononce la levée de la séance du conseil municipal lorsque l'ordre du jour est épuisé ou sur simple décision, même si l'ordre du jour n'est pas épuisé. Sur le vote, sur le calcul de la majorité, les délibérations du conseil ne se prennent à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de la moitié. Les bulletins blancs et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Le conseil municipal, il peut voter selon 3 modes de scrutin. Le scrutin ordinaire, à main levée ou par acier levé. Le scrutin public, qui a lieu à la demande du quart des membres présents, soit par bulletin écrit, soit par appel nominal. Le registre des délibérations doit alors comporter le nom des votants ainsi que l'indication du sens de leur vote. Et enfin, autre modalité, le scrutin secret qui a lieu lorsque un tiers des membres présents le réclament ou s'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. En cas d'absence, un membre du conseil municipal peut donner pouvoir à un autre membre du conseil municipal pour voter en son nom. Un même conseiller ne peut toutefois pas être porteur de plus d'un pouvoir. Ce pouvoir n'est valable que pour 3 séances consécutives, sauf en cas de maladie dûment constatée. Les délibérations sont prises, donc je vous l'ai dit, à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf dans le cas du scrutin secret. Elles doivent être signées par tous les membres présents à la séance et à défaut, mention doit en être faite de la cause ayant empêché le ou les conseillers de signer. Sur les modalités de publicité de la séance, il faut bien distinguer le procès verbal rendu. Le PV, il a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal. Le procès verbal, il est rédigé de manière exhaustive, aussi complète et précise que possible, et il doit mentionner toutes les affaires débattues et les décisions prises. Il est rédigé par le secrétaire de séance et signé par l'ensemble des conseillers municipaux présents. Un certain nombre de mentions doivent y figurer dans ce procès verbal. Il s'agit de la date de la réunion, de la présidence de séance, du nombre de conseillers municipaux présents ou représentés, le secrétaire de séance, donc désigné, l'ordre du jour et les décisions prises précisément. Également, mention obligatoire dans le cadre d'un scrutin public, cette fois, le nom des votants et le sens de leur vote. Le compte rendu, quant à lui, il retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans être aussi précis que le procès verbal. Et il appartient cette fois-ci non pas au secrétaire, mais au maire de le préparer. Le procès verbal ne constitue pas en lui-même une mesure de publicité des séances. C'est le compte rendu qui doit être affiché sous huitaine à la porte de la mairie, et ce sous la responsabilité du maire, et être mis en ligne sur le site internet de la commune si, évidemment, vous en avez un. Toute personne physique ou morale peut en demander la communication. La collectivité a alors un délai d'1 mois pour le communiquer. Et dans le cas contraire, si elle refuse de le communiquer, il s'agit d'un refus implicite qui autorise alors à saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Sur la question de la démission d'un conseiller, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif tout membre du conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui a été dévolue par les dispositions en vigueur. Le refus résulte soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation,
soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur. Le démissionnaire, il ne pourra être réélu avant le délai de 1 an. La démission des membres du conseil municipal, elle doit être adressée au maire. Elle est définitive dès sa réception par le maire qui en informe aussitôt le préfet. S'agissant de la dissolution du conseil municipal, elle ne peut intervenir que par décret motivé, pris en conseil des ministres et publié au journal officiel. Sur les commissions, maintenant, 4 points rapidement. Les commissions municipales, les commissions d'appel d'information et d'évaluation et les comités facultatifs. Sur les commissions municipales, là aussi, c'est le Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions qui seront chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. C'est donc bien au conseil municipal qu'il revient, sur le principe d'une compétence qui lui est propre, de décider de créer ces commissions municipales, mais aussi d'organiser le travail de ces commissions et de désigner ses membres. Le maire a, dans ce cas de figure, ce qu'on appelle une compétence qui est liée à la décision du conseil municipal. Ces commissions, ce sont des commissions d'études. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions, mais elles ne disposent d'aucun pouvoir propre. Le conseil municipal étant seul compétent pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Autrement dit, ne dispose pas d'un pouvoir délibératif, mais seulement préparatoire. Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de précision sur l'organisation de leurs travaux. Il revient donc au conseil municipal de fixer, dans le règlement intérieur du conseil, le nombre de commissions qu'il souhaite créer. Donc, je vous ai repris la disposition du Code général des collectivités donc, qui prévoit le fonctionnement de ces commissions municipales. Dans le détail, donc sur la formation et la composition de ces commissions municipales, le conseil municipal, et non le maire, donc je vous l'ai dit, fixe le nombre de conseillers qui siègent dans chaque commission. Il désigne par délibération ceux qui siégeront dans telle ou telle commission créée. La désignation des membres des commissions, elle doit être effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder. Ces commissions, elles peuvent être créées soit de manière permanente, c'est-à-dire se prolonger, soit de manière temporaire, c'est-à-dire limitée à une catégorie d'affaires et sur un temps plus court. Elles sont facultatives, à la différence des commissions d'appel d'offres qu'on verra après. Donc, elles sont facultatives et peuvent donc être supprimées librement par le conseil municipal en cours de mandat. Les commissions municipales ne sont composées que de conseillers municipaux. C'est là aussi une différence avec les commissions d'appel d'offres ou même les comités qui peuvent être composés donc, de membres extérieurs. Dans les communes de plus de 1000 habitants, le Code général des collectivités territoriales, il impose pour la composition de ces commissions le respect du principe de la représentation proportionnelle. Sur les missions de ces commissions, elles doivent, je vous l'ai dit, donc se limiter à instruire les affaires qui seront soumises au conseil municipal. Seules les questions soumises au conseil peuvent y être étudiées. La mission de chaque commission doit être définie par le conseil municipal. Peuvent, par exemple, faire l'objet de commissions municipales les affaires culturelles, l'agriculture, l'urbanisme, l'enseignement, les fêtes et cérémonies, les finances, le logement, la santé, la sécurité publique ou encore les travaux. Les commissions, elles préparent, elles ont vraiment une fonction préparatoire des délibérations du conseil. Elles participent à l'élaboration des décisions municipales. Elles ne prennent aucune délibération, je vous l'ai dit, il s'agit bien d'un travail préparatoire. Sur les commissions d'appel d'offres, celles-ci peuvent avoir, et c'est plutôt raisonnable, qu'elles aient un caractère permanent
afin d'éviter que ces commissions d'appel d'offres soient constituées à chaque nouveau marché public passé par la collectivité. Sur leur composition, les CAO, elles sont composées du maire ou de son représentant qui les préside. Dans les communes de 3500 habitants et plus, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants qui sont élus et non pas nommés par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Dans les communes de moins de 3500 habitants, ce nombre est réduit à 3 membres titulaires et 3 membres suppléants également élus par le conseil municipal à la proportionnelle au plus fort reste. Sur la composition des CAO et des bureaux d'adjudication, là aussi, cette composition, elle doit respecter le principe de représentation proportionnelle de toutes les tendances politiques du conseil municipal. Ces commissions, je vous l'ai dit, elles doivent être obligatoirement créées. Néanmoins, il n'y a pas de délai spécifique pour nommer l'ensemble de ces membres. Les membres ne sont pas désignés, mais bien élus par délibération du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste, au scrutin de liste et au scrutin secret, sauf accord unanime contraire. La liste des candidats à cette CAO à constituer sont celles qui ont été soumises au vote des électeurs lors de l'élection du conseil municipal. Ainsi, si 3 listes ont été présentées, elles seront toutes les 3 obligatoirement proposées pour la commission d'appel d'offres. Petite exception, donc, par rapport aux commissions municipales, des membres à voix consultative peuvent intervenir dans les commissions d'appel d'offres. Il s'agit du comptable de la collectivité, du représentant du ministre chargé de la concurrence, de personnalités ou agents de la collectivité désignés en raison de compétences particulières sur la question des marchés publics. Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents à la commission. La CAO, c'est un organe collégial qui, légalement, doit intervenir, c'est une obligation, dans les procédures formalisées de marché public, les appels d'offres, les marchés négociés ou dialogues compétitifs, et de manière facultative dans les procédures dites adaptées. Ces commissions, en matière de marché public, elles remplissent plusieurs fonctions. Une intervention obligatoire pour l'analyse des candidatures et des offres des entreprises, pour l'attribution du marché à l'entreprise qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse, et une intervention facultative qui peut consister à donner son avis sur le choix du ou des candidats pressentis. Rapidement, sur les missions d'information et d'évaluation, elles ne concernent que les communes de 50 000 habitants et plus. Lorsqu'un 6e de ses membres le demande, le conseil municipal peut décider de la création de cette mission d'information et d'évaluation. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Léa, tu descends. Okay. Jusqu'à 5. Pauvre petite. Elles sont chargées de recueillir ces missions d'information et d'évaluation, les éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Attention, petite précision calendaire, aucune mission d'information et d'évaluation ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède le renouvellement général des conseillers municipaux. Dernier point, les comités consultatifs. Le conseil municipal, il peut créer des comités sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Là aussi, le conseil municipal fixe la composition de ces comités sur proposition du maire et il est présidé par un membre du conseil municipal, là aussi désigné par le maire. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, à la différence des commissions municipales, et notamment des représentants des associations locales. Le comité est constitué pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
S'agissant des missions, ces comités ils peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet qui intéresserait les services publics ou les équipements de proximité ou entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Les comités, ce sont toutefois seulement des organes consultatifs dont le travail ne se substitue pas à celui des commissions ou évidemment du conseil municipal. Petit point sur les décisions prises par le conseil municipal. Donc, je vous l'ai dit en entame de ce propos, le conseil municipal il prend 3 types de décisions, les délibérations, les avis et les vœux. Ces 3 types de décisions ayant une force juridique totalement différente. Il convient également de les différencier des arrêtés municipaux. Les délibérations du conseil, ce sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. En vertu de la clause générale de compétence, le conseil municipal il règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il peut donc prendre toute décision qui lui paraît nécessaire pour répondre aux besoins de la population locale, à condition qu'elle relève évidemment d'un intérêt public communal, qu'elle n'empiète pas sur les compétences d'une autre autorité publique, préfet, maire, EPCI, etc., etc. Au titre de sa compétence générale, le conseil peut délibérer dans les sujets suivants, donc qu'on a vu initialement, création, suppression, services publics communaux, adoption du budget, etc., etc. On a vu ça en introduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour acquérir leur caractère exécutoire, les délibérations, elles doivent impérativement être transmises au contrôle de légalité préfectorale. Et, autre condition, être publiées par affichage ou publication pour les délibérations qui revêtent un caractère non individuel ou être notifiées pour les délibérations qui ont un caractère individuel. À ces 2 conditions, les délibérations ont un véritable caractère exécutoire. Donc, sauf mention contraire d'un texte légal ou réglementaire, ces formalités, elles suffisent à faire partir également les délais de recours, d'où l'intérêt de leur donner une date certaine et à donner force exécutoire aux actes concernés, même si d'autres formalités sont prescrites ou recommandées. C'est le maire qui est compétent, qui certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces délibérations. L'absence de caractère exécutoire d'un acte, donc qui n'aurait pas été transmis au contrôle de légalité ou qui n'aurait pas fait l'objet d'affichage ou de notification, ne rend irrégulier, mais il le prive tout bonnement de tout effet juridique. Les délibérations qui sont prises en matière d'interventionnisme économique, aide aux entreprises, garantie d'emprunt, etc., et celles qui approuvent une convention de délégation de services publics doivent faire l'objet d'une insertion, il s'agit là d'une condition supplémentaire, dans une publication locale diffusée dans la commune. Cette publication, elle conditionne là aussi le caractère exécutoire et fait partir les délais de recours contentieux. Donc, c'est une 3e condition qui vient s'ajouter aux 2 précédentes, seulement pour les délibérations prises en matière d'interventionnisme économique. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les délibérations à caractère réglementaire, donc à portée générale, elles sont publiées dans un recueil des actes administratifs. L'avis, à la différence de la délibération, n'est pas une décision prise par le conseil municipal de sa seule initiative, mais il s'agit d'une position que le conseil adopte sans effet direct, soit de manière spontanée, soit à la demande d'une autre personne, préalablement à une décision que prendrait cette dernière. Lorsqu'un avis du conseil municipal est requis, le maire, eh bien, il ne peut pallier le silence du conseil municipal en délivrant lui-même cet avis. L'avis constitue un acte préparatoire et ne peut donc faire à ce titre l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il ne fait pas grief à la différence de la délibération.
il ne pourra en conséquence être attaqué qu'à l'occasion d'un recours contre l'acte pris après cet avis, donc éventuellement la délibération. Il y a 3 types d'avis qui, là aussi, sont dotés d'une force juridique différente. Il y a l'avis spontané. Le conseil municipal peut donner son avis donc pour toute question d'intérêt communal. Ce type d'avis-là, spontané, s'apparente à un vœu. L'avis consultatif, ensuite. Certaines décisions du conseil municipal peuvent être prises, ne peuvent être prises qu'après consultation du conseil municipal. Dans ce cas-là, le recueil de l'avis du conseil municipal est obligatoire pour l'autorité compétente, mais cette dernière n'est pas liée par la position du conseil. Avis consultatif. Enfin, l'avis conforme. Certaines décisions relevant de la compétence d'une autorité déterminée ne peuvent parfois être prises que sur avis conforme du conseil municipal. Dans ce cas-là, l'autorité compétente doit non seulement consulter le conseil avant de prendre sa décision, mais en plus se conformer à l'avis rendu par le conseil municipal. À titre d'exemple, il en est ainsi pour les délibérations des CCAS concernant certains emprunts. Là aussi, ces avis conformes sont prévus par le Code général des collectivités territoriales. Enfin, les vœux, c'est très simplement, le conseil municipal peut émettre des vœux sur toute question d'intérêt local échappant à sa compétence et par lesquels il demande à une autre autorité, que ce soit le préfet, le maire ou autre, de prendre une mesure déterminée. Le vœu, oui, devant porter sur une question d'intérêt local, c'est ce que prévoit donc le CGCT sur les compétences, les attributions du conseil municipal, la politique nationale menée par le gouvernement ne pourra être critiquée par le biais de ses avis seulement qu'au titre des conséquences qu'elle produit sur le territoire communal. Un vœu, donc je vous l'ai dit, ne fait pas grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Enfin, il faut distinguer ces 3 décisions des arrêtés. Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police ou dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le conseil municipal. On peut classer ces arrêtés municipaux en 2 catégories. Les arrêtés dits réglementaires, qui sont des décisions générales et impersonnelles, exemple, un arrêté qui institue un sens unique dans une rue. Autre type d'arrêté, les arrêtés dits non réglementaires, qui sont des décisions à caractère individuel ou qui s'appliquent collectivement à plusieurs personnes nommément désignées. Par exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant consécutivement un danger. Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire communal. Ils concernent à la fois les habitants de la commune et toutes les personnes y résidant momentanément, même les étrangers de passage. Une obligation concernant les arrêtés municipaux, il s'agit de l'obligation de motivation. Le maire doit impérativement motiver ses décisions administratives qui sont prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, toute décision individuelle défavorable également et toutes celles dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. Qu'est-ce que c'est que cette motivation? Eh bien, elle doit comporter les considérations de droit et de fait qui ont permis de prendre la décision qui a été prise par arrêté. Donc, pour plus de transparence, évidemment. S'agissant du contrôle de légalité, la Constitution, en son article 72, elle confie aux représentants de l'État dans le département, au préfet, le contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales. Plusieurs actes, là aussi énumérés par le Code général des collectivités territoriales, doivent être transmis au contrôle de légalité. Je ne vais pas revenir dans le détail dessus, vous accéderez au diaporama. Il s'agit notamment, évidemment, des délibérations du conseil municipal, je vous l'ai dit, des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire, les décisions réglementaires et individuelles, etc. etc.
certaines décisions font exception. Là aussi, elles sont limitativement énumérées par le CGCT. Ces décisions-là que je vous ai listées ne doivent pas obligatoirement être transmises au contrôle de légalité. Il s'agit des décisions prises en matière de voirie communale, les décisions prises en matière de gestion du personnel communal, en matière de gestion du personnel, etc., etc. ou en matière de pouvoir de police. Les décisions qui seraient relatives à la circulation ou au stationnement, à l'exploitation par les associations de débit boissons, etc. etc. Il faut noter, petite précision sur ce contrôle de légalité, que le représentant de l'État, le préfet, peut demander communication de tout acte pris au nom de la commune, même ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation de transmission. Il peut ensuite faire ce qu'on appelle un déféré préfectoral, c'est-à-dire déférer cet acte au tribunal administratif pour contrôle de légalité. S'agissant en dernier lieu des droits des conseillers municipaux, donc ils sont de plusieurs ordres. Dans un premier temps, le droit d'expression. Il s'agit du droit d'expression des conseillers municipaux au cours des séances sur les questions portées à l'ordre du jour et mises en discussion. Ce droit d'expression s'exerce sous le contrôle du maire qui assure la direction des débats. S'agissant sur ce point des questions orales, le CGCT dispose que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, pour les communes de moins de 1000 habitants, celles-ci sont fixées par délibération du conseil municipal. Toujours sur le droit d'expression, dans les publications municipales. Dans les communes de plus de 1000 habitants, un espace doit être réservé aux conseillers qui n'appartiennent pas à la majorité dans le bulletin d'information municipale. Sur le droit de proposition, deuxième droit donc, des conseillers municipaux, les conseillers ont le droit de demander la mise en discussion de toute proposition rentrant dans les attributions du conseil municipal et un vote sur celle-ci, donc droit de proposition. Autre droit, le droit d'amendement, qui est évidemment inhérent au pouvoir délibératif du conseil municipal. Il appartient à chaque élu local et ne s'exerce qu'à l'égard des délibérations qui sont portées à l'ordre du jour. Sur ces modalités d'exercice, le dépôt des amendements, il a lieu avant la séance ou en séance. Le conseil a l'obligation d'examiner tout amendement concernant un projet de délibération qui est inscrit à l'ordre du jour. Chaque amendement ne doit pas toutefois nécessairement faire l'objet d'un vote distinct. Enfin, le droit à l'information. Là aussi, le Code général des collectivités territoriales, il prévoit que tout membre du Conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, à être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Ce droit, il s'applique dans le cadre de la préparation des délibérations. Dans ce cadre-là, le conseil municipal adresse au maire une demande de communication de documents à laquelle le maire est tenu de répondre. Le maire devra donner les informations sollicitées dans un délai raisonnable et tenir compte de la disponibilité du conseiller, de l'importance, de la difficulté et du nombre de documents sollicités. Enfin, les droits spécifiques, pour finir, les droits spécifiques à l'opposition, on a là celui de la constitution d'un groupe d'opposition. Un groupe d'élus est constitué d'au moins 2 personnes. Toutefois, le législateur n'a pas fixé de seuil. Le conseil municipal peut, quant à lui, fixer dans son règlement intérieur un effectif minimum de conseillers pour la constitution d'un groupe d'élus. Dans les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants et plus,
Les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leurs représentants. Des groupes d'opposition peuvent évidemment se constituer en cours de mandat. Dernier élément, s'agissant des moyens mis à la disposition de l'opposition, il s'agit de la mise à disposition d'un local et d'un espace réservé dans le bulletin municipal. Là aussi, le Code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité, qui en font la demande, peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Il s'agit là d'un droit, contrairement à ce qu'on pourrait penser à la lecture de la disposition. Et donc, il ne s'agit pas d'une simple faculté laissée à la libre appréciation du maire, qui doit être satisfait donc, dans un délai raisonnable entre 2 et 4 mois. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour les questions. Donc, je m'excuse, je vais devoir vous quitter. Là, j'ai une réunion. Je vous remercie pour l'intervention, très bien. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à bientôt. Courage. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Il y a des questions. Oui, bonsoir. Je suis David Salk, maire de Tence. Je voudrais revenir sur les commissions municipales. Oui. Vous avez bien dit que c'était uniquement ouvert en fait aux conseillers municipaux. Est-ce qu'on a la faculté éventuellement d'inclure dans un autre type de commission des citoyens? Écoutez, s'agissant des commissions municipales, elles ne peuvent être des composées… personnes qualifiées, par exemple, non? Alors, pour les CAO, oui. Oui, pour les commissions d'appel d'offres, oui. J'imagine que pour les comités, cela doit être possible également. Pas dans les commissions municipales. D'accord, ok. Ok, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Après, on vous enverra de toute façon le lien avec la vidéo et le support. Bien sûr, n'hésitez pas. Si une question vous viendrait ensuite à la lecture, relecture de la présentation ou en cours, n'hésitez pas à m'en faire part par l'intermédiaire de Madame D'autre. Je me tiens à votre disposition. Parce que de toute façon, vous avez dû procéder peut-être à la désignation dans les commissions, pas encore, je pense, dans toutes les communes. Et au niveau des syndicats, normalement, la majorité des communes attendaient encore, je pense, pour procéder aux désignations. C'est surtout des réunions d'installation qui ont eu lieu. Est-ce qu'il y en a des communes qui ont procédé aussi aux désignations pour les syndicats? Nous, on a, oui, bon, c'est Stroll. Nous, on a désigné pour le syndicat d'électrification, bien sûr, on a le délégué. Voilà, après les autres syndicats, non. Berbezy aussi, nous avons commencé à désigner les délégués. Syndicat d'électrification, nous on est sur un territoire PNR, donc délégation sur le PNR. Et en notre délégation, elle me viendra plus tard. Et nous avons le SICTOM des Monts du Forez aussi. Donc, nous avons procédé à ces délégations-là. Mais c'est vrai que je suis surprise. La question du maire de Tence m'interpelle aussi beaucoup. On est sur une toute petite commune. Et quand on dit que sur les commissions, on ne peut pas faire appel à la population et qu'il va falloir mettre en plus un comité consultatif pour que cette population puisse donner certains avis,
c'est beaucoup de travail sur des toutes petites communes, quoi, en fait, alors que J'entends. ce serait plus simple autrement. J'entends. Je suis à 99% certaine de ma réponse. Je vais quand même vérifier si par tout hasard la question démographique ne permettrait pas peut-être de faire exception à cette composition, mais j'en doute. J'en doute au regard des décisions qui sont prises par les commissions, si vous voulez. Et vraiment, on est vraiment sur un travail préparatoire en amont des délibérations du conseil municipal. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez circonscrit. Donc, bon, je garde quand même le petit 1% et je ferai les vérifications et je vous le confirmerai. Parce qu'il y avait une note de la DGCL qui a été récente, c'était la même chose. Elle semblait dire que pour les commissions et ensuite c'était comité consultatif. Ouais. Mais bon, des fois, elles sont un petit peu ambiguës aussi, les notes de la DGCL. Donc, vous nous dites que, par exemple, sur une toute petite commune, si on prend un exemple concret, si on veut travailler sur une partie voirie, sur des chemins, sur des choses comme ça, il faut qu'on ait une commission avec donc des élus qui ont été élus dans la commission. Et en plus, il faut qu'on crée un comité. Mais le comité consultatif, pour pouvoir faire rentrer à ce moment-là des citoyens à l'intérieur, on va reprendre quelque part les mêmes personnes qu'on a autour de la table et on va rajouter ces citoyens. Mais est-ce qu'il faut qu'ils soient nommés dans la commission ou est-ce qu'on va pouvoir les appeler en fonction du territoire de la commune où on veut travailler? Je sais pas si non, ils n'ont pas à être nommés, me semble-t-il. Oui, alors sur la première question, oui, il faudra possiblement créer les deux, à la fois la commission municipale et le comité, pour éventuellement et surtout intégrer des associations d'usagers. Ouais, voilà. C'est vraiment l'objet de ces comités. L'objet de ces comités, c'est celui-là, avec la décision afférente des vœux, donc sans aucune portée contraignante juridiquement, sur les conditions de rattachement des citoyens à ces comités. Je vous regarde ça de suite. Je ne vous l'ai pas mentionné dans le PowerPoint. Je le vérifie tout de suite. Si vous l'avez mentionné, ça m'a échappé. Alors, attendez, non, mais c'est possible que je sois passée rapidement dessus. On va regarder ça tout de suite. Mission d'information, comité. Alors, donc c'est le conseil qui fixe la composition des comités sur proposition du maire. Et il est présidé par un membre qui comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Mais je n'indique pas… non, mais si, le conseil municipal fixe la composition des comités sur proposition du maire. Donc, oui, ils doivent être nommés. Donc, ça veut dire que c'est au bon pouvoir, au bon vouloir du maire, ces comités qui vont être nommés. Ça dépend. Oui, ça dépend des dossiers qui sont en cours. Voilà. Si c'est l'enterrement des lignes, l'enfouissement des lignes à Douchany, on ne va pas appeler des gens de la lutte. Mais Alors, si vous avez des questions, il faut les poser. Hein. On entend vos conversations, donc si ce sont des questions, autant les poser, que ça profite à tout le monde. Non? Bon. Ah, j'ai pas mis ma caméra.
Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je reviens, je reprends. Question. Ça va? Vous avez tout compris? Oui, Tout enregistré? Bon, ça va alors. C'est bien. Non, mais on aura, de toute façon, vous pourrez le consulter après, il n'y a pas de souci si vous avez des éclaircissements. Vous n'hésitez pas vraiment à, voilà, si vous avez des questions, Oui, si vous les avez... faire remonter. C'est ça. Si vous avez des questions, vous les envoyez à votre association départementale de maires. Hein. Bien sûr. Et puis, on y répondra. Non, Cyrielle? Oui, oui, oui. Oh oui, pas de souci. Voilà. Et, bon, mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Oh, voilà. Merci. Merci à vous aussi. On se donne rendez-vous quand, là, maintenant, Cyrielle? Mardi. On fasse pas de... Responsabilité pénale et civile et les pouvoirs police du Non, maire. non, on ne peut pas avoir les deux. Moi, j'ai que les responsabilités. On ne peut pas en une C'est heure et demie vendredi, traiter et les pouvoirs de police et la responsabilité pénale et civile des élus. Il faut faire un choix. Et il me semble que c'était responsabilité. Pénale Après, vous me et dites, hein. civile. Ouais, ça? responsabilité pénale et civile, oui. Alors, Mardi, oui. Pour le maire, mardi, oui, c'est ça. Je quitte la réunion. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Oui, au revoir. Oui, responsabilité pénale et civile mardi et c'est à 11 h. On est bien d'accord? Oui, les mardis 11 h. Bon. Oui, ce sont les vendredis à 17 h. Donc, mardi 11 h, responsabilité pénale et civile des élus locaux. Le maire et les adjoints, ils peuvent en profiter quand même, il n'y a pas de souci. Tous. Les élus locaux, d'autant qu'ils peuvent aussi engager leur responsabilité, les adjoints, et même les conseillers municipaux peuvent engager leur responsabilité. Très bien. Merci. C'est trop tard, on a signé. Je vous souhaite une bonne soirée. Cyrielle, je te laisse le mot de la fin. Tu mettre le spot. Oui, merci à tous. Merci Charlotte et Nathalie. Bonne soirée. Et puis n'hésitez pas, après on va vous envoyer donc la vidéo, le lien pour voir la vidéo. Après également le diapo qui a été diffusé. Et après, si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou nous appeler, comme d'habitude en fait. Sur ça ou sur d'autres sujets, bien entendu.